Donc sur cette session, nous allons parler d'un début de travail qui a été fait sur la question toute simple. Quels sont les outils responsables? Parce qu'à partir du moment où on travaille sur le numérique responsable, on a des outils dans les mains, on demande s'ils sont bien responsables. Je peux passer à la suivante. Et justement, on a ces supports greenlightisés qui sont... C'est facile? Alors, pardon, mais on n'a plus de son qu'on a vu. 1, 2, test. Vous nous entendez? Ah si, c'est bon. C'est bon. Autant pour moi. On n'est pas des alertes. Est-ce que je le mets devant? Si le fait de... Hop, très bien, donc une petite mise en scène par rapport à cet atelier. Donc on a ces slides du Greenlight, par exemple. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que PowerPoint est responsable déjà? C'est la question. Et qu'est-ce qu'on a, si ça l'est pas, si c'est pas responsable, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Donc il y a aussi plein de choses qui se passent en ce moment autour de la sortie des GAFAM, là j'ai pris 2-3 articles, mais il y en a beaucoup plus, on peut en trouver beaucoup plus. Donc là on a quelque chose autour de l'école, autant de limiter l'emprise des GAFAM, et sur les administrations françaises qui se posent la question de la fin du tout Microsoft. Je crois que c'est aussi le cas chez nous, en région Occitanie, à la région où la question est bien soulevée. Suivant. Et donc, pour cet atelier, on s'est posé la question, dans la factory numérique responsable et durable de Digital Centred, de répondre à ce pitch pour toutes les directions informatiques et entreprises et collectivités qui utilisent souvent les solutions les plus répandues des GAFAM BATX, dont tout le monde connaît, hein, Google, Facebook, Amazon, etc. Nous avons initié au sein de la factory numérique responsable et durable du cluster Digital 113 une classification numérique responsable des outils répondant aux besoins classiques d'une DSI. On essaie de cibler quand même de limiter les besoins, parce que sinon il y en a tort, afin de donner des arguments et guider des choix, et pousser les communautés d'experts à consolider, il faut la communiquer, la répandre, la diffuser. Et ce travail, qui est un travail préliminaire, il n'inclut pas l'exhaustivité des solutions existantes. On n'a pas avec le temps qu'on a déjà, on a travaillé sur un sous-ensemble des solutions qu'on avait en tête et qu'on a trouvé. Et puis, des impacts à la conduite du changement propre à chaque organisation. Parce qu'une fois qu'on choisit évidemment de migrer un logiciel, ça a des changements sur l'utilisation, sur la conduite du changement, etc. Ça, on l'a sorti de notre étude. Passez. Donc cet atelier, aujourd'hui, ici, on le veut participatif. Comme je le disais, c'est un début de travail, un travail préliminaire qu'on a fait. C'est pas, on ne va pas vous afficher quelque chose qui a été vu de manière hyper experte avec des données sur tous les cycles de vie des services numériques qu'on aura classés. Mais voilà, on le veut participatif, on va vous proposer quelque chose, n'hésitez pas à le critiquer. Et puis si vous voulez participer en dehors d'aujourd'hui, vous pourrez nous joindre déjà à la factory Digital 113. Et puis, sinon, nous joindre Ronnie, Garcia et moi-même. C'est bon? Là, voilà, on en est là aujourd'hui. On a fait ce premier travail de brainstorming avec différentes personnes, à la fois de Digital 113, mais aussi des personnes de la métropole qui nous ont rejoints pour un atelier, et d'autres personnes diverses, y compris des experts Google qui sont venus valider ce qu'on avait déjà en tête d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, on en est là. On vous partage ce premier travail. Et le but, c'est d'avoir cette critique de votre part et de prendre la critique qui sera constructive. Et puis la suite, une fois qu'on valide un peu plus, qu'on consolide tout ça, l'idée, ça sera de s'assurer de la vue d'experts, de critiques d'experts, dont l'INR, dont plein d'experts sur le numérique responsable. Et une fois que c'est bien fait, d'assurer la diffusion de tout ça pour que ce soit diffusé un maximum aux entreprises, aux collectivités, aux écoles, etc. Merci. Donc, première chose à faire, quand on a fait ce travail de classification, on s'est posé la question de comment on va classer. Donc évidemment, il fallait des critères, on ne pouvait pas prendre tous les critères du monde. On s'est concentré sur évidemment le sobre, inclusif et de confiance. Et là-dedans, voilà les critères qu'on a posés sur la table. Donc il faut que ce soit inclusif économiquement, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit abordable pour les petites entreprises et les particuliers. Sinon, ce qui est trop cher, on ne le considère pas responsable parce que d'autres ne pourront pas l'acquérir. La sobriété, limitation des fonctionnalités, optimisation de code réseau, volume stockage et d'infrastructure, et aussi l'index que beaucoup connaissent aujourd'hui, l'éco-index. La low-tech, au sens pas, encore une fois, le retour à l'âge de pierre, mais bien en essayant de trouver, non, c'est pas ça. Un niveau de technicité du matériel nécessaire aux besoins, pour pas que ça aille plus dans la tech pour la tech.
Dedans, on a aussi des compatibilités, des logiciels qui vont être compatibles que sur un OS et qui vont pousser la consommation de technologies un peu plus high-tech. On n'a pas forcément besoin, donc ça rentre aussi là-dedans. On a un critère sur l'accessibilité. Donc, alors évidemment, le référentiel RG2A, référentiel général d'amélioration d'accessibilité. Et puis dedans, il n'y a pas tout dans le référentiel, donc il y a aussi des histoires pour la fracture numérique, il y a aussi des histoires d'accès en zone blanche, on accède à l'information quand on a les moyens d'avoir un support pour y accéder, donc il y a une sorte de coût aussi pour accéder, et de compétences évidemment, pas uniquement senior, mais ça peut être n'importe qui n'aura pas forcément la compétence pour utiliser un logiciel. De confiance, donc tout ce qui va être RGPD évidemment, cybersécurité aussi, et résilience. Le souverain, c'est ce qu'on entend de plus en plus parler. Alors, opposé à ça, on parle aussi, on entend parler du Cloud Act, on entend un peu moins aujourd'hui, mais c'est toujours d'actualité. Il y a l'IA Act aussi qui est fait au niveau européen. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les dark design. Je ne sais pas si certains, peut-être ça commence à se connaître un petit peu maintenant. Et c'est tout ce qui va être en termes d'ergonomie qui va chercher les logiciels qui vont proposer une ergonomie qui vont capter des données qui ne sont pas nécessaires aux besoins de l'utilisateur. Par exemple, si vous achetez une place de cinéma, vous avez besoin de la place de cinéma, vous n'avez pas forcément besoin de créer un compte pour avoir la place de cinéma. L'ergonomie peut vous obliger à avoir un compte pour acheter la place de cinéma. C'est ça qu'on entend dans les dark patterns. Dans les dark patterns, il y en a plein d'autres qui existent. C'est l'idée de manipuler grâce à l'ergonomie pour obtenir des données. Donc ça, c'est dans la confiance. Et puis, le dernier point sur les critères, c'est les engagements de l'éditeur. Là, c'est parfois des ressentis, mais c'est sur les valeurs que l'éditeur annonce, sur lesquelles nous, on prend aussi des fois. Le côté aussi de certains éditeurs qui partagent leurs ressources en open source, et puis la transparence qu'ils ont sur la conception. Et dedans, on n'y a pas mis, alors, vous avez tous ces critères-là qui sont vraiment sur le numérique responsable, et on n'a pas pris en compte le niveau de confort d'utilisation, parce que souvent, on va dire les solutions qui sont coûteuses. Je vais prendre Microsoft en exemple, mais il n'y a pas que celle-ci, mais certains vont dire, je suis habitué, c'est une solution qui est confortable pour moi, et je ne vais pas avoir envie de changer parce que je vais perdre ce confort. Voilà. Donc, on n'a pas pris en compte ce confort, l'ergonomie d'utilisation au sens désir d'ergonomie, enfin désir, plaisir à utiliser une ergonomie, l'efficacité d'une application, on va regarder plutôt le besoin, et puis le support, parce que des fois les solutions des GAFAM ont beaucoup de support, et les solutions non GAFAM manquent parfois de support, mais du coup on a sorti ce critère de notre classification. Il y a peut-être plein d'autres critères, mais voilà, je vous donne quelques éléments pour vous dire qu'on a fait cette classification sur juste une partie de critères. C'est bon? Je te laisse la parole, Ronny. Peut-être te présenter aussi, Ronny. Ronny, fondateur d'OVA, qui est un opérateur de services cloud et d'hébergement basé à Montpellier, humainement et écologiquement engagé, et copilote de la factory numérique responsable et durable chez Digital 113. Yann étant un contributeur très impliqué. Merci pour ta présentation. Yann a planté le décor. Je rappelle juste, même s'il a déjà dit que c'est une démarche expérimentale, on s'est lancé un peu dans le sujet qui pique. Il s'agit de donner un avis sur des applications, dont des applications qui sont mondialement utilisées, qui sont très, très déployées. Mais on a tenté l'exercice. On peut afficher le slide d'après. Donc voilà, on a sauté dans le grand bain. Ça va être un petit peu plus clair tout à l'heure. On a sauté dans le grand bain. Donc, il s'agissait de prendre, comme l'a dit Yann, pour chacun des usages classiques d'une entreprise, donc d'une DSI, qu'elle soit petite ou grande, peu importe, tous les usages d'outils informatiques, d'outils numériques, en partant de la base, c'est-à-dire du système d'exploitation, ce qui sert à faire fonctionner les postes de travail, les périphériques numériques, que vous utilisez tous au quotidien, et d'aller d'usage en usage, et de chercher pour chacune des solutions traditionnelles, ou en tout cas traditionnellement utilisées, de chercher des alternatives qui nous paraissaient plus responsables. Cadeau déjà, si vous voulez, il y a le lien plus le QR code. Si vous... Ceux qui veulent accéder au travail qui a été fait, vous l'avez. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que à tout moment, vous leviez la main pour dire là, je suis pas d'accord, là, vous n'avez pas pensé à ça, là, c'est une super idée, je n'avais pas pensé à ça. Que vous soyez dans cette salle ou que vous soyez à distance, c'est l'objectif. Non, je ne vais rien regretter, je t'assure. On peut afficher le slide d'après, merci. Donc, on va commencer par une première catégorie. On ne va pas toutes les passer en revue, ce serait trop long.
Sur la première catégorie, qui nous a semblé être un petit peu la brique indispensable, c'est le système d'exploitation. C'est ce qui est le plus invisible dans la tech, mais qui est pourtant le plus indispensable. C'est ce qui fait tourner vos périphériques. Et donc, évidemment, vous avez tous au bureau, à la maison, un ordinateur, un smartphone, une tablette qui fait tourner vos applications. Et donc, cette tablette, cet ordinateur, ce smartphone a un système d'exploitation. Et dans la grande majorité des cas, vous avez un poste de travail sous Windows, vous avez un smartphone sous Apple, admettons, enfin, sous macOS, sous iOS. Et nous avons joué le jeu d'essayer de classer ces systèmes d'exploitation sous trois niveaux, donc moins responsable, moyennement responsable et plus responsable, avec encore une fois beaucoup de pincettes, beaucoup d'humilité dans nos évaluations. Et donc, il nous a semblé que les systèmes d'exploitation les plus utilisés étaient malheureusement les moins responsables. Je ne sais pas si ça vous choque, si ça vous surprend ou pas. Nous, ça ne nous a pas trop surpris. Mais quoi qu'il en soit, sachez que, évidemment, dans les solutions traditionnelles, il y a majoritairement des solutions américaines qui manquent donc de 30 par an, de questions de souveraineté, d'utilisation des données qui sont confiées. Aussi des problématiques de pérennité, c'est-à-dire des systèmes qui nécessitent des mises à jour fréquentes qui nécessitent elles-mêmes du matériel plus récent, plus puissant, et donc, à la longue, la nécessité de renouveler son matériel plus souvent que d'autres solutions qui nous paraissent, elles, plus responsables, qui sont des alternatives parfois peu connues, parfois très déployées dans certains écosystèmes. Et donc, nous avons cité des solutions basées sur les systèmes Linux, notamment sur les postes de travail, ou sur les smartphones, ou sur les tablettes d'ailleurs aussi. Ubuntu Touch, qui est une solution qui fonctionne pour un smartphone, Postmarket OS, Sailfish OS, qui sont des solutions tout à fait comparables à celles que vous avez l'habitude d'utiliser, moyennant quelques peut-être freins au changement qu'il est nécessaire de franchir, mais pour autant des solutions qui conviennent tout à fait dans un usage au quotidien, qu'il soit professionnel ou personnel. Voilà, donc ces solutions utilisent moins de puissance, donc le matériel peut avoir une durée de vie prolongée. Un ordinateur portable, un poste de travail, un smartphone peut durer 7, 8, 9 ans sans que ça ne pose de problème. Alors que dans les cas précédents, je vous disais que le matériel souvent doit être renouvelé tous les 3, 4 ans, 5 ans parfois, éventuellement, si on tient un peu. Il est vrai que pour les smartphones vendus il y a 4-5 ans, il y a certaines applications qui ne sont pas compatibles. Tout à fait. Ça, c'est un problème. Exactement. Merci d'être intervenu parce qu'il y a toujours un premier qui intervient, puis après ça foisonne et là ça va être génial. Après, sur le remplacement d'Android, vous avez regardé Lineage OS? On peut rajouter, d'ailleurs, Voilà. n'hésitez pas à participer. Alors, il peut y avoir une pléthore de listes d'éléments. En fait, Lineage, il est très bien pour les vieux matériels Android. On peut réinstaller un Lineage dessus, qui est comme un Android plus récent, sans les surcouches Google, et ça redonne une jeunesse. C'est un peu l'idée qu'on avait aussi là de Selfish OS. C'est aussi, ça permet d'avoir des applications Android sans être Android. C'est pas du tout Android à la base. Voilà, c'est le cas là. Il y a aussi, juste pour surlier, ils ont fait l'effort avec Postmarket OS d'avoir un OS qui pèse 10 mégas. Voilà, juste pour resituer un peu le poids de Microsoft. Voilà, la liste peut évidemment grandir. Oui, Gilles? Je suis du même avis. Moi, j'aurais mis Lineage. Si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est ça. Selfish. Il n'y a pas eu de version récemment. Ok. C'est pas complètement à jour. Ok. Et il y en a un qui manque dans cette liste-là. Fort. Le Raphaël OS n'est pas dans cette liste. On va parcourir les forums cyber. Il se dit, et Edward Snowden dit ça aussi, Graphene OS, c'est plus sécurisé. Okay. Si Edward Snowden va participer, c'est parfait. Okay. Évidemment, il y a une grande problématique à tout ce qui touche au système d'exploitation que vous connaissez sans forcément le savoir, c'est que quand vous achetez un matériel, le système d'exploitation est préinstallé, et donc de changer, ça nécessite une
une action qui n'est pas forcément toujours évidente, ou qui n'est pas forcément, qu'on ne prend pas forcément toujours le temps de trouver. Mais voilà, il nous a semblé. Je peux juste dire un petit mot sur l'OS là, Oui. que moi j'ai installé, qui fait lourd, mais qui marche très bien avec un antipisteur intégré, un VPN intégré, etc. Voilà. Et en fait, il permet, lui, sur le site, on va pouvoir vendre aussi des Fairphone avec l'OS installé. Comme quoi les choses changent, c'est parfait. Merci pour l'info. Merci pour l'info. J'avais une question. Pourquoi Windows, c'est moins responsable de nous? Alors, on pourrait peut-être passer. Non, il y a peut-être un argument simple à évoquer, c'est celui de prendre conscience que chaque version nouvelle de Windows demande des ressources supplémentaires et donc du matériel plus récent, plus puissant, voire les deux, et donc un renouvellement de matériel. Et on a vu ce matin que l'impact environnemental du numérique se situait à 80% sur la fabrication, enfin sur le matériel. Et forcément, indirectement, on a un impact plus fort sur le système Windows par rapport à d'autres systèmes. Et tu as cité les autres arguments, puis ils sont notés aussi ici. C'est le poids, évidemment. C'est parce que c'est coûteux aussi, les mises à jour, tous les logiciels qui viennent, parce que quand on prend Windows, ça vient avec plein de logiciels, ce qu'on appelle les bloatware. Hein. Et donc ça vient avec une grosse masse. Et par rapport aux critères que j'ai exposés tout à l'heure, on considère du coup moins responsable. Et admettons, donc on a ça fait depuis bien longtemps qu'on est Windows. Si on veut aller vers du Linux, qu'est-ce que ça implique du coup Acheter Linux. Alors, bonne question. La question du changement. La question du changement, déjà, dans son ensemble, y compris auprès des utilisateurs, la communication, la conduite de changement, etc. Mais aussi, ne serait-ce que la démarche technique, nécessite effectivement une action, puisque c'est faisable d'acheter du matériel avec Linux préinstallé, mais c'est relativement difficile à trouver. Donc, il faut soit se faire accompagner par un prestataire, donc voilà, qui va savoir faire, soit passer un peu de temps à chercher de la documentation et basculer sur un système alternatif. Voilà, mais c'est tout à fait possible sur tout matériel, y compris et notamment sur les anciens matériels. Sachant qu'il y a des distributions Linux qui sont plus accessibles que d'autres. Oui, aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 15 ou 20 ans où il fallait être barbu et savoir coder pour pouvoir basculer. Aujourd'hui, c'est... Ouais, ce qui peut me permettre, c'est quand même complexe parce que quand on a des équipes formées depuis 10 ans, 20 ans sur les outils de management de Microsoft, c'est compliqué. Voilà, donc là, on a des parcs importants, c'est difficile. Là, on est sur le terrain de la conduite du changement qu'on va avoir en fait sur tous les slides qui vont suivre. Évidemment, quand on a une solution qu'on utilise au quotidien, que ce soit le système d'exploitation ou d'autres qu'on va voir après, eh bien, c'est pas forcément évident de changer. Ça nécessite un choix politique ou stratégique, en tout cas de quelqu'un qui va impulser le changement, et puis ensuite un accompagnement au changement pour que les utilisateurs adhèrent. Et on a de la chance, on a des pros de l'agilité qui font du changement aussi, et qui savent très bien que le changement, c'est pas... Il y a des freins. On peut switcher au slide d'après, Yann. On avait un petit message de ChatGPT. C'est bon, messagerie. Donc, je passe sur la catégorie messagerie. Là-dedans, pareil, on va retrouver les grands classiques que tout le monde, quasiment tout le monde a dans les mains aujourd'hui. Dans les moins responsables, donc Outlook, ce que est Outlook, avec la partie serveur Exchange, la partie Hotmail, qui est un peu plus vieux, mais on entend encore parler, Gmail, et Rocket.chat, que je connais pas, mais ceux qui ont collaboré l'ont mis dans cette catégorie moins responsable. Les versions en ligne ne sont pas... Alors, ce qui est souvent proposé par Microsoft nous pousse à aller plutôt sur la version en ligne avec la version 365. C'est pas forcément plus sobre d'aller en ligne. C'est pas parce que c'est en ligne que c'est plus sobre déjà, parce qu'en plus, il va y avoir tout ce qui est usage du réseau, etc. Et donc voilà. Donc, dans la partie moins responsable, on trouve ces grandes catégories les plus répandues. Dans le on ne sait pas ou dans le hors catégorie, on va dire, on a la poste.net qui en fait n'est pas une réponse aujourd'hui pour les entreprises parce qu'en fait c'est plutôt pour les particuliers, c'est gratuit, les gens vont se connecter, mais ils ont un bandeau de pub sur le côté, etc. Aujourd'hui, la poste, il ne me semble pas, mais tant plus anciennement de la poste,
La base.net ne propose pas de messagerie pour les entreprises. Et dans la partie plus responsable, Nextcloud Mail, donc c'est open source. Donc Nextcloud, on va en parler plusieurs fois d'ailleurs. Il y a beaucoup, c'est une suite logicielle, propose une suite logicielle assez énorme qu'on va retrouver dans la plupart des besoins qu'on a énoncés. Donc là, on a une partie mail dans Nextcloud. C'est open source, c'est cross-device, on-premise. C'est testé pour les environnements critiques et ça respecte la RGPD. C'est fait d'ailleurs en France. Thunderbird et K9 Mail pour les mobiles. Donc ça, c'est la partie client surtout. Pareil, alors là, ça avait été initié par Mozilla et c'est compatible aussi avec la partie Nextcloud. Puis Zimbra, qui était d'ailleurs, pour information, utilisé ici sur la partie agglomération Montpellier, et qui est en fait un serveur et un client de messagerie open source on-premise. Donc ça veut dire qu'on connaît peut-être. C'est-à-dire qu'on gère notre instance et on peut aussi l'avoir également sur des serveurs. Voilà, il y a quelques exemples d'écran en bas, c'est pour montrer qu'en fait, tous vont se ressembler à peu près. C'est pas si complexe que ça de migrer d'un autre. Il y a deux, trois boutons qui vont changer, mais grosso modo, une boîte de messagerie, c'est pareil. Est-ce que vous connaissez Ecomail? Non, mais je suis preneur. C'est un candidat, en fait, il y avait un mail comme ça et je lui ai demandé, voilà, pourquoi. Il m'a dit que c'était un mail qui permettait de récolter de l'argent aussi pour redistribuer à des projets caritatifs. Très bien. On va regarder. Je ne sais pas du coup en termes d'accessibilité, de poids et de stockage. On va regarder, je ne sais. Ça, c'est écrit EKO, je pense. EKO, voilà. Ouais, j'avais le CH. Ils ont aussi il n'y a pas que les compagnies qui font D'accord, on va regarder ce qu'ils proposent. Je crois que ce sont des bases en fait. Sur d'autres solutions qui sont tellement derrière. Il me semble. Oui. Ton mail, moi, devant, c'est des suites. Il y a un gros orienté privacy principalement. Je pense qu'au niveau de l'expérience utilisateur, c'était pas le top du top, mais bon, après, je venais de Gmail, donc oui, l'ergonomie, je pas mal Google. Mais bon, on peut très facilement transférer ses mails depuis un Gmail ou un Microsoft. Et pour autant, ils ont la volonté de rendre ça accessible à plus de personnes possible, donc il y a un plan gratuit. Il vient aussi avec un VPN gratuit. D'accord. Et alors, le stockage, ils l'ont lancé il y a peu de temps. Donc un drive, une alternative à G-Drive typiquement. Je ne sais pas si dans le plan gratuit, parce que moi je suis passé sur le pays. Pourquoi ils acceptent vraiment sur la confidentialité? Ouais. Et, bon, je trouve ça franchement pas mal. Là, ils ont lancé un coffre-fort de mot de passe aussi, récemment. Ils n'étaient pas en lien avec Framasoft aussi à un moment donné? Je crois. J'ai pas vu lien avec Framasoft. J'ai jamais utilisé. Okay. Je pense que c'est un peu une alternative vertueuse. Okay. Sinon, on teste Bluemind. Oui. Et une suite depuis et une alternative pour nous à Excel. D'accord. On est en train de le tester et il y a un grand avantage d'être à l'éditeur local. Donc la région qui a un vrai engagement sur la sortie de Microsoft, veut peut-être utiliser Bluemind, c'est ça? Vous regardez Bluemind. On le teste, en effet, pour voir si on peut répondre à tous nos usages d'électrique. Oui. Moi, j'avais une remarque sur la plupart des logiciels qui sont listés sont des clients. Et en fait, souvent, le client, c'est comment on consomme le service. Et l'enjeu en souveraineté, il y a ce côté serveur. Effectivement, le domaine, les communs, résolvent peut-être ces problèmes-là. Moi, pour avoir étudié la question récemment, c'est assez difficile d'avoir quelque chose qui est à la fois interopérable, des standards ouverts, qui est français, et qui est compatible avec les dernières technos de sécurisation du mail. Parce qu'en fait, il faut voir que dans la techno-mail, c'est quelque chose qui n'est pas sécurisé du tout à la base, et n'importe qui peut envoyer un mail à Maison Blanche. Il n'y a rien qui vérifie quand vous recevez un mail que l'adresse d'expéditeur est vraiment la personne qui vous envoie dans le mail. Ça, c'est sûr que je m'en étais rajouté après. Et c'est très dur de trouver quelque chose qui valide tous ces critères, c'est vraiment très technique. Et OVH, par exemple, champion de la souveraineté française, fournit du mail avec à peu près toutes ses offres, et ne sont pas compatibles avec ces technos de vérification de l'utilisation. C'est pas les seuls. C'est pas les seuls, mais souvent on passe à côté en se disant c'est hébergé en France, c'est très bien. Oui, mais c'est bien
rien n'empêche qu'on mesure, par exemple, votre identité. Il y a d'autres enjeux. Il s'appelle Merox, Qui permet de scorer ça. voilà, qui viennent effectivement permettre de vérifier le niveau de sécurité de son serveur. Du coup, j'allais poser la question pour les messageries, c'est quoi les critères, à part le fait effectivement de savoir où sont ces données et savoir si elles ne sont pas complètes, savoir si ce n'est pas propriétaire, c'est quoi les critères en fait de classement, de vérification simple? C'est effectivement entre des outils qui gèrent l'hébergement, l'hébergement des données ou des outils qui sont juste des clients, c'est clair que forcément, il y en a un qui va être pas plus complet que l'autre, mais c'est quoi les critères en fait de classement? Les critères sont les mêmes pour toutes Oui, je m'en doute, mais applications qui ont été énoncées tout à l'heure. En fait, là, l'idée, c'est de se comparer, de comparer les outils les plus utilisés sur le marché, que sont Gmail et Office 365, qui sont deux solutions, packagées, c'est-à-dire il n'y a pas de notion de client, de serveur, il y a une notion de messagerie qui est packagée. Et donc, on a cherché évidemment la comparaison entre un Gmail et un Thunderbird à les limites, mais l'idée c'était de défricher un peu le. Je pense que pour ce point-là en particulier, on va vraiment accentuer sur justement la sécurité et la confidentialité des données, pour pas que ça s'échappe, ça sorte des mails. Voilà. C'est tout ce qu'on entend avec les clients aujourd'hui autour de ce sujet. C'est surtout ce point-là qu'on va regarder. Juste un autre critère, on n'en avait pas parlé d'ailleurs, mais je sais il y a quelques années, Google, sur Gmail, avait mis une date de péremption sur les mails, mais il fallait cocher la case pour l'avoir, etc. Mais c'est aussi un truc qui peut être dans le numérique responsable. Parce que les mails s'autodétruisent en quelque sorte. Le supprime de la journée. Oui, ils suppriment, ils sont périmisés ou ils sont supprimés. D'accord. Petite remarque, Nextcloud, c'est allemand. Nextcloud, bien sûr. Oui. Nextcloud Mail, la partie mail. Non, mais j'ai cru que vous l'avez dit en français tout à l'heure. Ah, pardon, oui, oui. Oui, c'est juste qu'on l'utilise bien. Pour continuer sur il, qui s'appelle Formurena maintenant, ils offrent aussi un service de mailing et une logiciel que ça se développe un peu comme les fichiers que vous sélectionnez, en fait, pas qui est basé sur le cloud, en fait, c'est un partenariat. Donc, en tout cas, il y a plein de réponses pour avoir des solutions mail plus responsables. On parlait des critères de sélection. Il faut comprendre que le mail, ce n'est pas juste de l'échange de mails, c'est une gestion d'identité numérique. Aujourd'hui, c'est ce qui permet de contrôler l'accès à plein d'autres comptes via la fonctionnalité réinitialiser le mot de passe. Donc, si vous n'avez pas d'authentification forte dans une validation smartphone, celui qui contrôle votre mail vous contrôle tous vos contenus. Donc, c'est vraiment c'est plus que ce qui est échangé dans les messages et la confidentialité de ces échanges, pensez à le contrôle d'accès et donc la confiance que vous donnez à votre fournisseur pour à la fois protéger cette boîte des accès extérieurs et ne pas abuser de cet accès lui-même. Tout à fait. La poste, ProtonMail, tout à l'heure, on peut activer le 2FA. Oui, donc ça c'est très bien, c'est PNC. Mais il y a tous les autres comptes, c'est-à-dire que mettons que le compte mail soit compromis, c'est tous les autres comptes qui n'ont pas de 2FA, des autres services qui peuvent être accédés par l'attaquant. En fait, donc, voilà. C'est juste pour ça. On a un autre outil dans le chat, du coup, on a parlé, donc c'est Olivier de Mérino qui dit, j'ai entendu parler de Tribal, aussi un fournisseur de mail alternatif, mais pas d'utilisateur, pas utilisateur moi-même, qui fait un effort notable pour réaliser une ACV publique sur le service. Ah, super. Ça, je suis curieux. Merci. TR2EBA. Merci pour la suggestion. Il y a BlueMind aussi. Oui, qui a été cité tout à l'heure. J'aurais une petite question. Oui. D'après la dernière conférence de Ryan Barrow, la police a maintenant le droit d'activer votre haut-parleur et votre caméra sur votre portable. Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des trous? Je ne sais pas répondre. Alors là, j'apprends parce que là, je découvre ici, je suis désolé, mais il me semblait que c'était une limite à ne pas franchir. D'activer, que la police ait le droit d'activer ta caméra sans plus H. Oui, et alors là, je suis vraiment. Ok, je savais que c'était possible, mais de là à avoir le droit, c'est chose. Google le fait sans trop en avoir honte, donc. Je sais que c'est possible. De là à ce qu'il ait le droit de le faire. Ouais. Ok.
Ok. Merci pour vos contributions encore, c'est top. La catégorie d'après, c'est la catégorie bureautique. Bien sûr, on utilise, vous utilisez comme moi probablement une suite bureautique, probablement celle dont le nom est bien connu, que je ne citerai, qu'on va citer. Maintenant, ces suites bureautiques ont tendance à être aussi, comme la messagerie, migrées vers le cloud, c'est-à-dire migrées vers une interface web, telle qu'Office 365, ou même avant eux, Google Suite, qui permettent donc d'éviter d'avoir installé une suite bureautique sur son ordinateur. On pourrait penser que c'est bien. Enfin, d'ailleurs, je ne veux pas juger de si c'est bien ou si c'est pas bien. Par contre, il y a une certitude, c'est que ça amène à une adhérence, enfin, en tout cas à une dépendance du service, puisqu'on est obligé d'avoir une connexion Internet qui fonctionne, on est obligé d'être en ligne, on est obligé de souscrire à une offre Office ou Office 365 ou Google. Et du coup, on devient un peu pieds-mains liés avec l'éditeur. Bon, ça, on va dire peut-être déjà le cas avant, mais pieds-mains liés surtout avec les nouveaux services, les nouveaux outils qu'ils ajoutent à ces suites. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler que, je ne sais plus quel État, mais en tout cas, il vient d'y avoir une obligation pour Microsoft d'extraire Teams de la suite Office 365 parce qu'il y avait une problématique de monopole. Donc, nous avons, sur le même principe, cherché et proposé des solutions alternatives qui vont un petit peu au-delà de la simple bureautique traitement de texte tableur, puisqu'il s'agit plus d'outils collaboratifs dans leur ensemble. Donc, les outils classiques, nous les avons jugés comme moins responsables du fait qu'ils soient des solutions peut-être nécessitant beaucoup de ressources, étant peut-être des solutions qui sont hébergées dans des pays où la gouvernance des données est peu claire, peu transparente. Et donc, nous avons proposé des solutions qui sont OnlyOffice, qui est une solution open source aussi de suite bureautique, donc comparable à Office traditionnel, c'est-à-dire hors ligne, c'est-à-dire à installer sur son ordinateur. Collabora Office, qui est intégré à Nextcloud, qui est une suite bureautique, mais cette fois-ci sur un navigateur Internet en ligne. Framapad en ligne aussi, Framacalc, donc Pad pour le traitement de texte, Calc pour le tableur. LibreOffice, qui est un pendant, c'est un dérivé d'OpenOffice, qui est peut-être plus connu. Voilà, versus les solutions que nous avons considérées moins responsables. Bon, j'ai cité les principales, mais il y avait aussi dans cette catégorie les solutions d'Apple, Page, Numbers, Keynote, celles de Google et de Microsoft, on les a citées, et aussi des solutions de collaboration telles que Prezi, Mentimeter, Bcast, qui sont des solutions qui peuvent être utilisées pour faire des présentations en ligne ou en visio, en mode webinaire. Je complète là-dessus aussi, alors c'est des super outils, pas de doute. Ceux qui connaissent Prezi, Mentimeter, etc., ça en plus permet de l'interactivité, donc c'est quelque chose qui se rajoute en plus en termes d'animation, donc c'est vraiment des super outils. Là-dessus, on a regardé un peu l'accessibilité, et aujourd'hui, si vous regardez Prezi, c'est pas du tout accessible. Le fait que ça navigue, ça zoome, je ne sais pas si vous connaissez Prezi. Voilà. Donc, alors non, pour quelqu'un qui va être en manque qui va avoir un problème de vision assez fort, il va avoir un lecteur d'écran, et du coup, il ne saura pas forcément, lui, comment zoomer, etc. Alors, c'est une première vision. S'il y en a qui ont d'autres arguments, on est à l'écoute. Mais voilà, c'est pour ça qu'entre autres, on l'avait mis là. Si ça se trouve, on s'est trompé, venez. C'est pour ça qu'on est là pour ça, on va avoir de la critique. N'hésitez pas si vous avez des arguments. Et je complète aussi sur la partie Google, puisqu'on a fait quand même intervenir quelqu'un, que je disais au début, qui a vu ce qu'on a présenté là, de chez Google, qui est expert des solutions Google, et qui précise aussi qu'effectivement, les solutions Google, même si c'est annoncé quoi les données sont sécurisées, pas regardées, etc. Et en fait, cette personne me dit non, je n'ai pas confiance à ça. Quoi. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si tu voulais encore rajouter non, c'est sur Prezi.
Alors, ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est ouvert. Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut utiliser. Alors, Mais il y a d'autres groupes qui ont repris certains services. Ce que Framasoft a fermé ou envisage de fermer, c'est la solution hébergée. Pour des questions que je ne connais pas d'ailleurs, mais en réalité, ce sont des solutions probablement. Après, ce sont des solutions open source qui peuvent être déployées on-premise sans aucun. Ils ont allégé leur périmètre aussi. Et on les a mis ici dans le moyen aussi parce que ça ne répond pas à tous les besoins. Enfin, je pense que certains ont utilisé Pramapad ou Pramacac, ça ne répond pas non plus à ce que peut faire aujourd'hui les réseaux sociaux. Voilà. Là, il y a une différence importante à savoir, en tout cas dans les tests que j'ai fait moi, entre LibreOffice et les grilles dessus, en LibreOffice et collaborant, comme son nom l'indique, collaborant, on peut travailler à plusieurs sur le même document, comme dans Office 335, ça c'est vachement bien. Oui. Et LibreOffice tout seul, je crois qu'il ne le permet pas. Non, c'est vrai. Parce que LibreOffice est client, enfin sur le poste, et collaborant en ligne. Oui. Aussi pour ça, on fait des CD. Voilà. Le classement est compliqué. Voilà. Il y a plein de critères. C'est pour ça qu'on essaie de limiter les critères aussi. Hein. Et voilà. Faire chacun ses critères et faire un barème de notation. Peut-être plus pour une entreprise, mais moins. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Le fait que collaborant Office soit pas dans la même case que LibreOffice, c'est le côté cloud, ce que je disais tout à l'heure, le fait que ce soit peut-être plus gourmand en énergie, ce genre de choses. C'est aussi que c'est moins facile d'accès. Ça nécessite Alors, à moins d'acheter une solution en ligne déjà paramétrée, là, OK. Mais sinon, ça nécessite des compétences techniques pour la mise en œuvre. Voilà. Ah oui, d'accord, il faut s'installer sur son cloud. C'est ça. Et j'ai une petite question. À part LibreOffice, il n'y a aucune suite logicielle un peu cross-platform qui peut être téléchargée, pas dans le service en ligne. Pas à ma connaissance. Mac, Linux, Enfin, pas à ma connaissance, autre que LibreOffice ou OpenOffice. Ils sont deux solutions très comparables. À Champou, c'est comme ça qu'on dit. C'est un allemand, on est littéralement, ils ont plein de petites solutions, et il y a une solution Office, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. Comment ça s'appelle? H&P. H&P. Ouais, A-S-H-A-N-P-2-O, H&P. Moi, j'en ai utilisé quelques-uns de leurs trucs, ça marche pas mal, mais là, pour l'Office, je ne sais pas ce que c'est. OK. J'avais une remarque sur, parce que derrière le logiciel, il y a un gros problème qu'on oublie toujours, c'est le format de la donnée, le format du document. Tous ces logiciels viennent avec leur propre format natif et Office en premier lieu. Et l'interopérabilité est souvent un problème. Donc, dans une perspective de migration, on part sur un existant qui est Office 365. Le support d'Office fonctionne à peu près dans LibreOffice jusqu'à ce que ça ne marche plus. C'est toujours au moment où on va utiliser une fonctionnalité coûtée qu'on rend compte que le tableur est planté, parce qu'en fait, ça ne marche pas jusque-là. Donc, moi, si j'avais un conseil, s'il y a vraiment une volonté de migrer vers LibreOffice ou un autre, commencer par migrer sur un format interopérable, type le format natif d'OpenOffice, qui est, vu qu'il est documenté, c'est une norme ISO, il n'y a pas de brevet dessus, il est supporté par tous les autres. Donc, en fait, c'est plus ça le dénominateur commun. Et après, vous aurez plus de liberté pour changer d'outil si jamais ça ne va pas. D'ailleurs, et ça, je ne sais pas à quel point le support marche bien, mais Office 365 est censé supporter le format Open Document d'Office. Oui. Donc, vous pouvez continuer à utiliser Word dans un premier temps, migrer la base documentaire, et une fois que vous allez vous libérer de ce verrou, là, les perspectives s'ouvrent beaucoup plus. Mais après, il y a le problème des échanges entre entreprises. Par exemple, moi, j'en ai un en tête, quand on demande à BPI pour remplir un dossier, on reçoit un joli Excel. Excel avec des formules. Donc, si on loue autre chose qu'Excel, c'est cassé. Donc, voilà. Donc, il y a aussi des limites face aux dépendances et
et à la réalité du terrain aussi qu'il faut garder en compte. Donc j'espère que PPI nous écoute. Alors, PPI Point Note, c'est un exemple, Voilà. et en fait, C'est ce qu'on veut initier le mouvement. des interlocuteurs sur lesquels on n'a pas de pouvoir. On ne peut pas leur dire donnez-moi un fichier open document s'il vous plaît. Donc, voilà. Ok, merci pour vos contributions. On passe à la catégorie suivante. Équipe collaborative. Maintenant, on y retrouve aussi les très connus Microsoft Teams, Slack, Discord et Google Meet dans la partie moins responsable. Donc, c'est les solutions les plus utilisées. Normalement, on peut signifier qu'il y a des polémiques sur ces solutions, notamment sur la confidentialité des données sur ces plateformes-là. Dans le on ne sait pas ou le moyen, on avait mis Spirit. Moi, je ne le connais pas déjà. Je ne sais pas si c'est toi. Non, le siège étant à Paris et il est membre de Open Trusted Cloud. Donc, ça veut dire qu'il a l'air plutôt correct, mais on n'a pas été voir plus loin, donc on ne sait pas. Dans le plus responsable, on y a mis chose sur laquelle d'ailleurs la métropole est en train de se poser des questions aussi pour les déployer. Big Blue Button, Mattermost, Nextcloud, encore une fois, puisque ce sont des solutions open source et on-premise. Du coup, on aurait plus de souveraineté là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres critiques? Il manque Jitsi là-bas. Jitsi, oui. Alors, en fait, on a mis Nextcloud embarque Jitsi, mais c'est vrai que c'est bien de le mettre aussi de façon indépendante. Ouais. Sinon, tu mets Nextcloud. Pour les réunions, hein. On a discuté avec deux plateformes qu'on a installées et on avait testé Interstice, qui est une autre suite, et on avait aussi testé Wim. Trois suites. Interstice Et Wim. Wim. Wimi. En français, je sais pas. Vous avez déjà une idée de laquelle est la C'est Exoplateforme. D'accord, qui est vraiment concurrent de Jitsi qui est embarqué dedans pour la partie visuelle. Et vous aviez testé le Net Explorer? C'est 12. C'est trop tard. Et la dernière catégorie, puisqu'il y avait 50 catégories en 2005. Si vous voulez tout voir, vous allez sur le chat qu'on a donné. La dernière qu'on présente aujourd'hui. Bon, les bases de données, c'est la partie un peu plus cachée de l'iceberg pour les utilisateurs de l'informatique des outils numériques, mais pour autant, c'est un peu le moteur ou le cœur du réacteur. Donc, les bases de données considérées les moins responsables, Oracle, qui est beaucoup déployé, MS SQL Server, qui est la solution de Microsoft, ou Access, pour des usages qui est de Microsoft aussi, pour des usages différents. On ne sait pas, c'est MySQL qui a une politique un peu changeante, on les a classés dans cette catégorie. MariaDB qui est l'équivalent, ou en tout cas le pendant de MySQL, mais en version pour le coup totalement open source, et PostgreSQL qui est aussi une solution open source. Donc ces logiciels, peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne vous parle pas, pour autant ce sont des outils qui sont embarqués dans la plupart des applications et des services numériques. C'est à l'intérieur des bases de données qu'on stocke les données. Voilà. Ça pollue pas du tout? Pardon, ça pollue pas du tout? Alors tout pollue. Le fait de respirer fait que ça pollue. Si, bien sûr que si. Et c'est comme tout, c'est l'usage qu'on en fait qui va déterminer. Disons que nous, notre vision, c'est de se dire que pour les solutions qu'on a classées dans la première ligne, c'est qu'on a peu de visibilité ou pas de visibilité du tout. Et donc, on a pris, et en plus, ce sont des solutions, bon là, en l'occurrence, c'est plutôt du on-premise, donc on installe l'application sur son système, mais d'éditeurs qui sont des éditeurs propriétaires, donc qui n'ont aucune transparence sur leur développement, sur leur logiciel, sur leur politique, sur leur stratégie, sur leur impact environnemental. Tout à l'heure, un intervenant a dit qu'il y avait une solution de messagerie qui avait publié une ACV. Ces gens-là n'ont pas publié d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie, sur leurs applicatifs. Alors que pour les autres solutions, qui sont des solutions open source, même si peut-être qu'il n'y a pas non plus d'ACV pour eux, en tout cas, rien ne nous empêche de la faire par nous-mêmes, puisque ce sont des solutions open source, on peut étudier le code, on peut chercher des optimisations, pouvoir contribuer à les faire évoluer, à les améliorer.
Mais bien sûr que si, chaque usage d'une application a des impacts sur l'environnement, quelle qu'elle soit, aussi responsable soit-elle. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé est-ce que Light, Oui. que c'est vraiment Light? Oui, C'est pas le même usage. Oui, c'est ça, c'est remarqué. C'est remarqué. C'est pas tout à fait le même usage applicatif. En fait, tout va dépendre du cahier des charges de l'application, de ses besoins, en fonction de cette technologie. J'avais une question plutôt générale par rapport à tout ce catalogue de logiciels, l'étiqueté par rapport à LibreOffice et tout ça. Vous savez, les jeunes dans la région, vous avez des lycéens, ils sont encore dans la région. Dedans, on vient installer toute une suite logicielle qui s'appelle Mon cartable numérique lycéen. Il y a une quarantaine de gigas de logiciels, dont LibreOffice, Inkscape, enfin, tout un tas de logiciels open source. Ça vaudrait peut-être le coup que vous fassiez un recoupage avec cette liste de logiciels-là, parce que, mine de rien, les lycéens d'aujourd'hui, c'est les salariés de demain. Hein. Et s'ils ont déjà l'habitude d'utiliser ces suites logiciels-là, c'est top. On a Ariel aussi qui est en charge des lycées. Et c'est génial. C'est donc évidemment, super initiative, et merci pour la suggestion. Malheureusement, il existe le pendant. À l'opposé, Microsoft et Google ont des stratégies très agressives sur tous les domaines de l'éducation. Ils offrent des licences, ils offrent beaucoup de choses pour rendre, comme vous l'avez dit, dans le bon côté, mais là du mauvais côté, en tout cas à mon sens, les utilisateurs, donc les étudiants, les jeunes, dépendants à leurs solutions pour que plus tard, quand ils deviendront salariés, ils aient l'envie ou l'intérêt d'utiliser ces solutions-là. Donc, plus on pourra leur proposer d'alternatives, plus ils pourront faire leur propre choix. J'avais une intervention sur le chat par rapport à l'envoi de fichiers dont on parlait sur la slide d'avant. Plutôt que oui, transfert, utiliser clip.green, alternative également à l'envoi de pièces jointes par mail. Merci. Les pièces jointes par mail, plutôt que d'utiliser 8 transferts pour l'envoi de fichiers, utiliser c'est aussi une catégorie qu'on n'a pas présentée aujourd'hui, mais qui se situe justement, du coup, ça fait la transition, c'est la catégorie là est aussi listée dans le klaxon qu'on vous a mis en introduction. Si tu peux mettre le lien, je ne sais pas si tu l'as. Alors, dans le chat, c'est envoyé dans le chat, le lien du klaxon, il me semble, par Olivier. Voilà. Et puis ceux qui veulent participer, vous allez sur le klaxon, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Oui, pardon. On va revenir sur la tête. Et dans tous les cas, donc vous avez les sessions sont enregistrées, c'est ça? Donc vous avez tout le temps accès à la session qu'on vient de donner. Vous avez le lien. Vous pouvez vous inscrire sur la factory numérique responsable et durable que Ronnie gère. Copilote. Et puis en particulier sur ce chantier des outils, venez nous rejoindre. On est au début. Sur les outils, il y a peut-être une catégorie qui faut que pratiquer. Les éditeurs graphiques, vidéo, logiciels qui permettent de faire de la programmation. Et dans le secteur, dans le déploiement des commandes de Adobe, de Resolve, d'Avanci, il y a quelques solutions. Alors, on parlait des solutions qui sont le solitaire, l'ergonomie, il y a eu des solutions open source qui sont, du point de vue professionnel, assez peu ergonomiques, il n'y a pas d'interopérabilité. Et même dans le domaine de la programmation, pour faire des jeux vidéo, enfin, sauf les on passe sur un outil en C++, par exemple, on dépend de Unity aujourd'hui, des solutions de Unreal. Et là, pareil, on a tout un terrain qui est absent. Alors, il y a des éditeurs graphiques, il y a des habitudes de travail qui sont difficiles à changer, l'interopérabilité qui est très complexe à ce niveau-là, parce que les échanges de fichiers, déjà, entre deux versions d'Adobe, les premières, on ne peut pas, on est obligé de graver ce logiciel. Il y a toutes ces catégories d'outils-là qui sont. Je serais très intéressé d'avoir votre contribution sur ce domaine. Yann, je ne sais pas si tu le connais bien, moi je ne le connais pas, ce domaine. Sur Adobe, la seule chose que je sais sur Adobe, c'était un expert en accessibilité qui m'avait dit que les PDF n'étaient pas très accessibles. C'est le seul truc que je connais. Oui, Acrobat. Voilà. La seule chose que l'expert accessibilité m'avait dit,
aller plutôt sur du fichier texte plat que sur du Adobe Acrobat. Mais après, il y a tous ces éditeurs, par exemple, vectoriel, là, on parle d'Illustrator, avec les qualités du vectoriel, où je connais peu d'alternatives, ne serait-ce que pour envoyer ça à un imprimeur et qui, sur la base d'une chaîne graphique, va certifier le document. Donc, il y a tout un, enfin, je dirais, il y a toute une structure de métier et les procédures. Là, il y a un chantier qui est jusqu'au PAD, avec presque publié dans le domaine de Google, c'est des chaînes de télévision qui sont normées. C'est assez compliqué de sortir. Alors, dans la 3D, un peu moins, il y a des petits types Blender, mais il faut quelqu'un en interne qui ait des capacités à intervenir techniquement dans le logiciel pour chercher à compenser le manque du logiciel, comment intervenir. On est preneur. Rejoins-nous. Il y a une question Oui. au sujet des logiciels de gestion intégrée. Est-ce que c'est une catégorie que vous pensez à terme mettre également? En fait, là, on a ciblé les grands besoins classiques. Là, on entend, par exemple, pour les jeux vidéo, c'est un besoin. Ouais, pour les entreprises, c'est un vrai besoin. Et ça va être à terme un vrai besoin d'essayer de comprendre vers quoi ils peuvent aller, outre les bases de données, on vient de voir, mais aussi ce qui est au-dessus. Oui. Et notamment en Ça peut termes de faire sens. possibilité, là, immense challenge. Mais peut-être c'est quelque chose à commencer à regarder. Parce que... On prend. Tous ceux qui veulent apporter quelque chose, vous pouvez créer la catégorie. L'idée, c'est vraiment d'exercer ces critères. D'ailleurs, on n'aura jamais l'exhaustivité de tout ce qui existe au monde. Hein. L'idée, c'est d'exercer ces critères et d'arriver à avancer sur ce chantier. Je suis désolé, je vais devoir freiner pour les questions en présentiel. Je fais juste une dernière question en ligne, comme ça, après, je peux couper le direct et vous enchaîner toutes les questions que vous avez après en live, si ça vous convient. Ça marche? Moi, je suis un peu serré niveau timing, là, quand même. Je vais pas vous mentir. Donc, j'ai juste donc une intervention, voilà, c'est un de nos adhérents d'ailleurs, Institut, qui nous parle de sa solution qui se base sur le PDF et qui sert à faire beaucoup de choses. C'est assez étonnant d'ailleurs, autour de la GED, de la feuille de temps, gestion de projet, etc. Et on a une question. Après, il y a d'autres outils qui ont été mis en avant, mais ça, je vous le donnerai juste pour vous à quelques trucs. Avez-vous évalué, identifié les outils permettant d'analyser les répertoires réseau? C'est un levier pour le numérique responsable pour éviter de stocker les fichiers inutilement. Très bonne remarque. Non. Et oui, et d'ailleurs, c'est valable pour d'autres choses que les fichiers, hein, les mails aussi. On peut tous et toutes avoir tendance à conserver les documents. On se dit, oh, celui-là, il va servir un jour. Je ne peux pas l'effacer. C'est pas moi qui l'ai écrit, donc je ne peux pas l'effacer. Mais la personne qui l'a écrit n'est plus là. Bref. Ça, c'est une catégorie, on va dire, nettoyage. Oui, c'est une catégorie bonne pratique. Voilà. Et ça existe aussi pour les mobiles au passage. Du coup, je rajoute dans la réponse. Ça existe pour les mobiles. On peut tous télécharger des applications qui permettent d'alléger nos mobiles sur le site. On n'utilise pas les photos qui sont mal prises, des choses comme ça. Et des outils qui nous aident à nettoyer nos data, en fait. Nos applications, nos data. Ouais. Je crois que c'est AVG Cleaner qui avait répondu sur mobile. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quoi? AVG Cleaner, il est gratuit. Donc, je ne peux pas faire de pub, mais. Ok. Je suis désolé, je vais devoir couper du coup le live pour Okay. les personnes qui nous suivent en direct. Merci d'avoir participé. Beaucoup nous ont remercié d'ailleurs dans le chat au passage. Donc merci encore d'avoir participé et j'espère à bientôt. Il y aura un replay dans tous les cas pour les présents et les personnes qui étaient. Merci beaucoup. Merci, au revoir.